Ici, dans ce podcast, on dépoussière ce qui a dépoussiéré, on nettoie ce qui a nettoyé, on renverse ce qui a renversé, on flingue ce qui a flingué. Pas de langue de bois, on est incisif. C'est de la vente à l'état brut. On vous dit tout, on se dit tout. Asseyez-vous confortablement, attachez votre porte-flingue et soyez les bienvenus dans votre podcast, Les Tontons Closers. Hello, sois le bienvenu dans ce premier épisode, Les Tontons Closers. Moi, c'est Sidney C. Moi, c'est Steve Bellet. Alors aujourd'hui, on vous propose comme premier sujet, on commence par le début. Qu'est-ce que c'est le closing? Qu'est-ce que c'est que le closing? On parlera également du setting en fait. L'idée, c'est effectivement vous poser les bases, le cadre de ce que c'est que le setting, de ce que c'est que le closing, pour qu'on puisse en fait se dire voilà, on part de la même chose et on part d'un endroit pour aller vers un autre avec effectivement le même, ce qu'on appelle le même cadre de référence. Donc c'est en ça que c'est important. Et donc aujourd'hui, sur ce premier épisode, Steve, si on rentre directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu dirais sur ce thème? Mais je pense qu'avant d'entrer dans le cœur du sujet, ce serait bien qu'on se présente, Yes. qui on est et pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer ce podcast qui nous tient énormément à cœur. Il faut se dire qu'avant de le lancer, on a beaucoup maturé le projet. Ça fait quasiment plus d'1 an qu'on est sur le sujet, qu'on en parle, de vouloir lancer le podcast pour essayer de venir un peu dépoussiérer tout ce que les gens pensent de la vente en général, du closing en particulier. Et on va parler du coup des nouveaux métiers qui sont nés après du coup le closing comme le setting, d'accord? Donc moi, je me présente, je suis Steve Bellet, je suis le fondateur d'une agence spécialisée dans le closing et dans la vente. Et j'ai mon associé qui est avec moi ici aujourd'hui, qui est Sidney C, qui va se présenter à son tour. Co-fondateur de cette agence qu'on a mis en commun. Et je suis également le fondateur de l'académie qui s'appelle la Web Closing Academy et qui est une académie où on forme des closers. La petite anecdote, c'est que c'est la première académie en francophonie créée en 2019. Et ensuite, il y a d'autres académies qui, effectivement, ont aussi créé la sienne. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on a fusionné, non pas nos académies, mais on a dans un premier temps déjà fusionné nos agences. On va vous expliquer un peu dans le courant justement de ces épisodes à venir, la genèse de pourquoi effectivement fusionner nos agences de closing et comment en fait on voit surtout le présent et le futur du monde du closing et au-delà du monde du commercial en fait. Parce que le monde change. Vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est arrivée. Elle est en train de disrupter le fonctionnement effectivement de plein de secteurs d'activité. Et aujourd'hui, il faut être à la page. Et justement, le propos de ce podcast, c'est de vous aider, vous, en tant que start-upper, en tant qu'infopreneur, business en ligne, corporate, d'être à la page, effectivement, par rapport à ces nouvelles réalités. Comme Sidney l'a si bien dit, moi je suis le fondateur du Closer Pro et à nous deux, on a accompagné beaucoup d'infopreneurs sur la niche vraiment de l'infoprenariat et on a un développement auprès des startups aujourd'hui où on les accompagne. Il faut savoir qu'à nous deux, on a vendu, grâce à nos agences, 53 millions d'euros de ventes. Okay, donc aujourd'hui, on a décidé de faire ce format-là pour essayer de partager notre expérience qui, au fil des années, n'est plus si petite que ça aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir pas mal d'éléments, pas mal d'outils, pas mal de billes pour pouvoir vous aussi aller exploser vos résultats, que ce soit dans la niche infopreneur, donc tous ceux qui vendent des formations en ligne, tous ceux qui sont dans le digital, ou les startups, ceux qui ont des logiciels, des SaaS qui veulent développer en fait leurs pôles commerciaux, sachez que vous êtes au bon endroit et on va commencer tout simplement à vous expliquer qu'est-ce que c'est finalement le closing. Parce qu'on est habitué au mot commercial et on va dire la vérité, c'est que le closing, c'est pas très éloigné du métier de commercial. Il y a une grosse différence fondamentale entre les deux. Mais on va en parler, je pense, un peu plus tard. Donc, tu me demandais, Sidney, qu'est-ce que c'est le closing pour moi? Donc déjà, un closer, ça va être une personne qui va pouvoir vendre des produits ou des services de l'accompagnement en ligne principalement. Donc on a toujours cette vision de la vente du commercial qui va sur site pour vendre des produits, qui va appeler les gens toute la journée, etc. Alors que le closing, c'est un peu différent. Donc ça permet déjà de pouvoir avoir des personnes qui sont en full remote, peu importe où ils sont géographiquement, et de pouvoir exercer une activité depuis chez eux en gérant surtout leur emploi du temps. On va dire que c'est de la vente en distanciel principalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce point de vue-là. Moi, j'ai une formule, j'aime bien dire ça. On reviendra là-dessus parce qu'on a prévu, je crois justement, un sujet là-dessus. J'ai souvent tendance à dire que le closer est un commercial
mais le commercial n'est pas un closer. Exactement. Dans le sens où, c'est comme si je te dis, est-ce que toi aujourd'hui, tu as un médecin généraliste? Tu vas me dire oui. Est-ce que si aujourd'hui, ton médecin généraliste t'a amené à avoir un problème au cœur, est-ce que c'est à ton médecin généraliste que tu confierais ton cœur? Tu me diras surtout pas Sidney, surtout pas Steve. Qu'est-ce que tu ferais? Tu irais consulter un cardiologue. Et en fait, c'est quoi un cardiologue par rapport à un médecin généraliste? Un cardiologue, c'est un médecin généraliste qui a fait une spécialisation dans la cardiologie. Un neurochirurgien, c'est un médecin généraliste qui a fait une spécialisation dans la neurochirurgie. Donc ce qu'un médecin généraliste fait, un cardiologue ou un neurochirurgien, il peut le faire. Par contre, ce qu'un neurochirurgien, un cardiologue fait, le médecin généraliste ne peut pas le faire. Il sait un peu de tout sur le corps humain, il sait un peu sur le cerveau, sur le cœur, sur les appareils digestifs, de reproduction, mais ce n'est pas un spécialiste. Et bien là, c'est pareil. Quand tu prends la vente, tu peux découper la vente en plusieurs séquences. Tu as la prospection, la découverte, le pitch, la négociation, le closing. Dans la prospection, tu as un spécialiste de la prospection qui est le prospecteur. Le téléprospecteur, dans les anciens temps, aujourd'hui, on appellerait ça le bizdev ou le setter pour tout ce qui est de la prospection digitale. Oui, parce qu'on ne fait plus finalement ce métier d'aller porte à porte. Comme c'était dans le cas à l'époque, on parlait des VP, des VRP, où tu allais prospecter porte à porte et donner des prospectus, etc. Donc il y a eu la digitalisation. Le Covid aussi a beaucoup aidé, explosé, si tu veux, à tous ces métiers dans le digital. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le marché francophone même n'est pas encore arrivé à son pic en termes d'expansion, contrairement à nos confrères en fait anglophones, qui eux sont, on va dire que la société francophone commence petit à petit à s'habituer à pouvoir consommer du contenu en ligne, à pouvoir acheter des formations, des accompagnements en ligne, donc c'est en pleine croissance. Et du coup, cette croissance-là, forcément, a créé de nouveaux métiers, comme le closer, le setter. Le setter, tout à fait. Et quand on prend la séquence de la vente, des gens qui sont des spécialistes d'une séquence particulière. Donc aujourd'hui, on a les bizdev ou les setters qui sont des spécialistes de la prospection digitale. On a effectivement des négociateurs qui sont des spécialistes de la négociation. On a les closers qui sont les spécialistes du closing. Et derrière, on a même des gens qui sont spécialisés dans le suivi d'activité, dans le suivi, ce qu'on va appeler le follow-up, le suivi du prospect, où effectivement, ce sont plus des éleveurs que des chasseurs. Et donc, il y a des spécialisations qui se sont formées au niveau de la vente. Ça fait que toi, ton médecin généraliste, lui, c'est un peu de tout sur le cœur, sur le cerveau, sur les appareils respiratoires digestifs, mais en aucun cas, on irait le solliciter pour une opération. Quand c'est hyper pointu, quand c'est hyper engageant, on fait appel à ce qu'on appelle un spécialiste. Et c'est en ça que le closer par rapport au commercial, de mon point de vue, c'est un spécialiste qui est capable d'aller beaucoup plus loin que le ferait un commercial. Et notamment aujourd'hui, on le voit dans l'approche client de closer, il va avoir une approche beaucoup plus psychologique. Oui, parce que commercial. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut aussi se dire que l'élément, est-ce que tu mets vraiment le doigt là-dessus, c'est que le closer, finalement, il a dans son bagage ces étapes donc, que tu as définies au préalable. Donc, c'est quelqu'un qui nécessairement sait ce que c'est faire de la prospection. C'est une personne qui va savoir comment est-ce qu'il va pouvoir négocier avec des clients. C'est une personne qui va savoir, parce que dans sa formation, si elle a suivi une bonne formation, et ça, il faut qu'on en parle, parce que forcément, le marché aussi vient avec ses dérives. Mais ça sera du coup le sujet d'un prochain podcast. Mais le but ici, c'est de dire que le closer, finalement, il va pouvoir intervenir sur chacun des aspects parce qu'il a appris, il a pratiqué. Donc forcément, c'est un spécialiste un peu, comme tu l'as dit, un cardiologue qui sait faire de la médecine générale, mais qui est aussi spécialisé dans son domaine. Donc le closing, c'est une activité que tout le monde, et ça c'est ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde peut apprendre cette activité-là, cette activité de closer. Encore faut-il vouloir se lancer dedans. Ça permet aux personnes, aux particuliers qui, eux, cherchent soit des compléments de revenus, soit une activité ou même des commerciaux, parce qu'on a eu beaucoup de commerciaux qui sont venus vers nous pour essayer d'aller encore étoffer un peu plus leurs skills pour pouvoir tout exposer et déchirer leur vente. Donc le closer, pour moi, aujourd'hui, c'est un métier qui est en forte expansion. Il y aura encore beaucoup plus de demandes et qui est finalement incontournable parce que la vente, ça reste le poumon, l'oxygène d'une boîte. Okay? Donc, on a les fonctions de support, etc. Mais si à la fin de la journée, vous ne vendez pas, ben vous êtes mort.
Donc, je dirais même qu'une entreprise, c'est 3 choses. Donc, on va utiliser ici le fameux cycle MSD qui va être le marketing, sales et le delivery. Donc, si tu n'es pas bon dans ton marketing, ben, du coup, tes sales, ça va être compliqué. Si tu n'es pas bon dans ta vente, je ne fais pas entrer de fric, disons-nous les choses. Et finalement, tu ne peux pas investir, payer tes charges, etc. Et donc, ta boîte est cool. Et si derrière, tu ne peux pas délivrer aussi, forcément, tu as un problème. Donc, la vente, et ce qu'on a remarqué, toi et moi, en exerçant cette activité, c'est que beaucoup d'entreprises mettent leur focus sur le marketing et peut-être le delivery, mais très peu sont dans la formation de leurs sales. Pourtant, c'est les commerciaux, en fait, qui vous ramènent du fric. C'est exactement ça. L'oxygène dans une boîte, c'est la vente. Et je dirais qu'il y a deux services qui, en fait, sont l'oxygène dans une boîte. C'est le marketing et la vente. Hormis ces deux fonctions-là, tout le reste dans une boîte, c'est ce qu'on appelle des fonctions support. Est-ce que vous connaissez le principe de la vase qu'il faut remplir avec des pierres? Donc si je prends une vase, imaginez, tu vois, un vase en verre, et j'y mets des gros cailloux. Et il n'y a plus de place pour mettre des gros cailloux. Et je vous demande, est-ce que ce vase est plein? Vous allez me dire, oui, il est plein. Il est plein de gros cailloux, parce que je ne peux plus mettre de gros cailloux. Ensuite, j'y mets des billes. Et vous allez voir que les billes vont aller dans les interstices et vont se caler. Et là, j'arrive à ras-bord et je vous dis, est-ce que le vase est plein? Vous allez me dire oui. Je vais mettre du sable. Et le sable va remplir encore les trous et jusqu'à venir à ras-bord. Et je vais vous reposer la question, est-ce que le vase est plein? Vous allez me dire oui, il est plein cette fois-ci. Et bien, je vais pouvoir mettre encore de l'eau. Parce que même entre les grains de sable, il y a encore de la place pour de l'eau. Et là, le vase, il sera vraiment plein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mis des grosses pierres, j'ai mis des billes, du sable, de l'eau. En fait, ça veut tout simplement dire quoi cette image-là? C'est-à-dire que dans une boîte, ce vase, c'est une boîte. La priorité à faire dans une boîte, c'est de mettre de l'oxygène. C'est de faire de l'argent. Si aujourd'hui, tu passes ton temps à te dire « j'ai pas de clients » et tu fais ta compta, ça sert à rien. Je te le dis, ça sert à rien. Tu n'as pas de clients et tu me dis je mets à jour mes contrats. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ton seul focus quand tu n'as pas de clients, c'est-à-dire que tu n'as pas d'argent qui rentre, c'est d'aller chercher des clients et de faire des ventes. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que trouver les clients, c'est une chose, mais les convertir, ça en est une autre. Et beaucoup, et ça, c'est même pas que propre aux grandes compagnies, parce qu'il y en a plein, les startups, etc. C'est que souvent même, les dirigeants des boîtes, ce ne sont pas de bons vendeurs. Mais c'est logique parce que tu as ton expertise, tu as chacun sa zone de génie. Mais je pense que quand tu crées une boîte, quand tu te lances sur le marché, quand tu es entrepreneur, tu as deux solutions. Soit tu vas chercher le skill qui te manque, donc le closing, donc aller te former toi-même au closing finalement, parce que le closing fait quand même appel du coup aux neurosciences. On va vraiment aller toucher le côté émotionnel des personnes, d'accord? Donc les gens se disent souvent qu'on achète par le côté rationnel, c'est pas vrai. C'est l'émotion qui fait que tu achètes, ok? C'est la projection de ta vie meilleure, la projection de ce que tu as envie de faire, de ce que le produit va t'apporter, qui fait que tu as envie d'acheter ce produit-là ou pas, ok? C'est pas tant le côté rationnel de est-ce que j'en ai besoin, etc. ou non. Donc, ce qu'il faudrait se dire, grosso modo, par rapport à ça, c'est soit tu vas aller chercher le skill qui te manque, donc pour venir compléter ce skill-là, ou alors tu fais appel à des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là pour t'accompagner dans ton développement. Et si tu as déjà une équipe en place et que tu as le sentiment que cette équipe ne performe pas, ben, la priorité pour toi, parce que c'est ton oxygène, c'est de former tes équipes. Former tes équipes à la vente, et ça, on ne le dira jamais assez. Pourquoi est-ce qu'il y a des agences qui performent bien alors que vous êtes sur le même produit, la même niche, vos offres sont similaires? C'est deux choses. Soit ils ont un meilleur marketing que toi, soit alors ils ont de meilleurs vendeurs que toi. Je voulais revenir sur un point qui est vraiment essentiel, c'est que trop de chefs d'entreprise ne conscientisent pas le fait que la vente, c'est une véritable compétence. Moi, je suis halluciné de voir... j'ai donné une statistique, Steve. La dernière fois, je suis parti d'un réseau des directeurs commerciaux de France et j'entendais un mec qui avait vu une étude où on disait que 67% des dirigeants français, au moment où ils lancent l'année, savent que leurs statistiques, leurs objectifs financiers, donc commerciaux, ne seront pas atteints. 67% des dirigeants français savent que
Au moment où ils disent, bon les gars, on commence l'année, ils savent pertinemment au fond d'eux que les objectifs ne seront pas atteints. Et selon toi, pour c'est dû toi- à quoi? Et, non, mais attends, et le pire, c'est que malgré cette connaissance, ils y vont quand même. C'est comme si on te dit, tu montes sur un ring, Mais tu as tu vas- 67% de chances De perdre. de perdre. Et tu dis, ok, mais j'y vais quand même, j'ai sans préparation. En fait, ça veut dire qu'ils ne changent absolument rien à leur décision. Et ça, c'est hallucinant. Et ça, je rejoins ce que disait Steve. Si tu sais ça, bah, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas à la hauteur. En tant que CEO, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'influenceur, tu dois te dire, ok, je suis en train d'aller à la guerre, je ne suis pas armé, il faut que je m'arme. Et m'armer, c'est quoi? Steve l'a dit. Tu te formes toi en tant que dirigeant d'entreprise et ensuite tu formes tes équipes. Ou alors si tu n'as pas envie de te former ou tu penses ne pas savoir retranscrire, redonner la formation aux autres, Manager, c'est Manager. une équipe. fais appel à des professionnels qui sauront former tes équipes et les amener au niveau de performance attendu, tout simplement. Mais c'est hallucinant de ne pas y aller. Alors tu me poses la question, c'est dû à quoi? Pour moi, j'ai remarqué un truc qui est hallucinant en France, c'est que tous les ans, dans toutes les boîtes de France et de Navarre, on envoie même les assistantes juridiques, les assistantes commerciales, on les envoie en formation au niveau de... Les agents, Voilà, PR, voilà, sont en voilà. formation tout le temps. Les informaticiens, comme ça bouge, on les envoie en formation. Tous ceux qui travaillent au niveau de la gestion, la finance, on les envoie en formation. Le service juridique, on les envoie en formation. Donc toutes les pierres dont je t'ai parlé, les billes, le sable, l'eau, on les envoie en formation. Et les pierres, L'oxygène, finalement. l'oxygène, Ceux qui- les vendeurs, on les envoie jamais en formation. Tu sais pourquoi? Parce qu'en France, on pense que la vente, c'est de la tchatch. Donc on se dit, j'ai un commercial ou j'ai une équipe de Un commerciaux, bon tchatcheur. c'est des tchatcheurs, ils savent blablater, c'est terminé. C'est faux. La vente, c'est une véritable compétence qui doit être remise constamment à jour. Et donc, vous envoyez tous vos autres supports, fonctions support, en formation toute l'année, alors qu'ils ne rapportent pas d'argent. Et les seuls qui rapportent de l'argent, vous ne les mettez pas en formation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on constate sur le terrain que le consommateur, il évolue, il augmente de niveau de conscience, il est de plus en plus sachant par rapport aux produits parce qu'il va beaucoup sur Internet. Aujourd'hui, vous le voyez dans tous vos métiers, tout le monde va sur Internet avant de vrai. faire un achat. Donc, ça veut dire que les clients, les potentiels clients sont hyper formés. Mais par contre, de l'autre côté, vous ne formez pas vos commerciaux. Et ça se joue aussi sur le fait qu'effectivement, les clients, ils ont beaucoup plus d'objections naissantes. Tu sais, quand il y a eu l'arrivée, tu te souviens des conférences en ligne, des webinaires, etc. C'était un nouveau format, les gens, ils savaient pas trop comment ça se passe, etc. Ils étaient plus acheteurs. Aujourd'hui, ils sont habitués à ce format-là. Pour ceux qui travaillent avec des webinaires, etc., des conférences en ligne, ils sont beaucoup plus habitués à ce format-là. Ils regardent plein de formations sur différentes thématiques. Et du coup, effectivement, ils ont des objections qui sont de plus en plus naissantes. Mais j'ai remarqué que les commerciaux en général, contrairement aux closers quand même, parce que dans le closing, il faut dire qu'on met un accent vraiment profond sur le traitement des objections. Parce que moi, je trouve que c'est hallucinant. Moi, j'ai souvent fait des audits dans certaines boîtes et les personnes, c'est quand il y a une objection qui naît par rapport au prix, et les mecs, ils te disent littéralement, ah ben si ils trouvent que c'est trop cher, ben du coup, ben, c'est que c'est pas notre client. Ben en fait, c'est hallucinant parce que tu dois pouvoir traiter l'objection du client par rapport au prix et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il estime que c'est trop cher et traiter cette objection-là. Donc ici, si on entre dans le côté technique, on va parler de la fameuse méthode R, accepter l'objection, isoler, répondre à l'objection du client. Mais même ça, ces fondamentaux-là, c'est pas maîtrisé. En tout cas, du point de vue des commerciaux, etc., c'est pas vraiment maîtrisé. Et du point des closers qui n'ont pas été bien formés aussi au closing, faut se le dire, parce que le marché aussi s'est saturé avec des pseudo-formations dans le closing qui ne sont pas réellement des formations de closing, qui sont plus là pour faire de l'affiliation que du closing. Et donc ça aussi, c'est un peu une dérive un peu du secteur. Mais pour ceux qui ont été vraiment formés au closing, le traitement des objections, je pense que c'est, on va dire que c'est 50 à 60% de la formation. Parce qu'il faut être vraiment bon là-dedans. Et moi, j'ai remarqué ça dans les audits que j'ai pu faire et aussi que plein de boîtes n'avaient pas de sales process. Ils n'avaient pas de process de vente. Comment est-ce qu'on doit faire les follow-up? À quel moment faire les follow-up? Quand est-ce qu'il faut rappeler les clients? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as un rendez-vous qui tombe dans ton agenda? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as un rendez-vous du coup qui n'est pas honoré? Qu'est-ce que vos équipes mettent en place pour traiter tout ça?
Mais comme on a été aussi, je pense, le système les a biberonnés au lead, au rendez-vous, etc., ben, du coup, ils se disent, ben, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Donc, je passe à l'appel suivant. Et donc, je suis arrivé dans des boîtes qui avaient quasiment 4 millions, 5 millions d'euros en négociation. Mais ils n'avaient tellement pas le temps de traiter les négos qu'ils passaient le temps à nourrir en fait les closers, les commerciaux avec de nouveaux appels. Et je lui dis stop. Stop. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une tare ça. ben oui, tu laisses le plus gros du fric sur la table et tu ne fais que nourrir en fait tes commerciaux qui n'ont même pas le temps de traiter. Donc c'est soit ils font des ventes en direct, donc en one shot, ou alors ils se disent finalement je ne vais pas aller plus loin, je passe à l'appel suivant. Et ça, c'est donner de très mauvaises habitudes. Dans ce podcast, on est là pour dire les vérités. Et si on a appelé effectivement des totons closers, vous avez compris, ça faisait référence aux totons flingueurs. Et ici, il faut flinguer une croyance et une mauvaise habitude. C'est que, oui, c'est de votre responsabilité si vous donnez de mauvaises habitudes à vos commerciaux en les pourrissant, en les gâtant finalement de trop de rendez-vous. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir trop de rendez-vous, c'est d'avoir effectivement une quantité raisonnable où justement le commercial va pouvoir traiter avec le maximum d'attention et donc d'efficacité chaque rendez-vous. À un moment donné, si dans ton agenda, tu lui mets 8 rendez-vous dans la journée, il va les bâcler. Et donc, il vaut mieux même diviser ce chiffre par 2, lui donner 4 à 5 rendez-vous jour pour qu'il puisse bien les traiter et ensuite avoir le temps également, comme le disait Steve, de les suivre, donc de faire son follow-up, que de lui en donner 8. Dans les 8, il va rentrer dans un challenge de temps. Il va les bâcler, surtout les derniers. Et puis surtout, il n'aura pas le temps de les suivre. Et donc lui, dans son logiciel, il va se dire, bah écoute, moi, je ne me prends pas la tête. Tous les jours, j'ai des rendez-vous qui tombent. Donc ça fait que quand tu vas lui dire, mais tes rendez-vous de la semaine dernière, tu m'as dit que tu avais des prospects qui étaient très intéressants. Il n'a même pas eu le temps en fait, de les suivre, de les relancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vit le jour. Donc finalement, toi, comme le disait Steve à double titre, réfléchis avec nous. Tu vas mettre plus d'efforts dans ton marketing pour aller acquérir de nouveaux prospects, potentiellement de nouveaux clients, alors que ton commercial a déjà traité des clients qui sont closables, mais il n'a pas le temps de les convertir. Et donc finalement, il se dit, demain est un autre jour, et donc demain, ça sera le bon jour. Non, les gens avec qui il a déjà interagi sont déjà plus susceptibles de devenir clients que les gens à venir. Donc, ralentis ta machine commerciale si effectivement elle est en capacité de beaucoup produire et donne à ton équipe commerciale plus de moyens et notamment plus de temps pour mieux traiter ceux qui sont déjà rentrés dans le pipe. Ou alors simplement, si tu es dans une optique de croissance, de scaler ton activité, c'est vraiment de se dire, il faut que du coup, j'onboard en fait de nouvelles personnes. Voilà. Aussi. Il faut que j'onboard de nouvelles personnes. Et pour onboarder de nouvelles personnes, c'est aussi ça le sujet, c'est qu'il faut pouvoir avoir un process d'onboarding qui est clair. C'est aussi ça la clé. Généralement, moi, ce que je remarque, c'est que tout ce qui va être niche, start-up, infopreneur, etc., ils se disent, les closers, moi, mon problème, c'est qu'il me faut des closers. En fait, pas toujours, en fait. Ton problème, ça peut être que ton marketing, il n'est pas bon. Ton problème, ça peut être que tu n'as pas de processus d'onboarding clair. Ton problème, c'est que tu n'as pas souvent les bons outils aussi pour pouvoir piloter l'activité. Moi, j'ai vu des personnes qui faisaient plus de 2 millions, 3 millions d'euros à l'année et qui pilotaient leur activité sur Excel ou sur des Trello ou peu importe. Comment est-ce que tu peux vouloir aller avoir de l'efficacité et de l'efficience commerciale si tu n'as pas les outils commerciaux? C'est pas possible. Si tu veux pouvoir traiter tes follow-up ou autre chose, il faut que tu donnes les moyens à tes équipes de pouvoir être bons sur le terrain. Et ça passe par quoi? Par leur formation, ça passe par un process de vente qui sache exactement quoi faire, quand le faire, et aussi qu'ils aient les bons outils, tout simplement, pour pouvoir suivre l'activité. Et toi aussi, ça te permet de pouvoir suivre l'activité. Tu sais exactement où se trouve ton argent à chaque étape de ton pipeline, de ton processus de vente. Et tu ne navigues plus à l'aveugle. J'ai vu trop de personnes qui faisaient 100, 150 000, 200 000 euros, 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui naviguaient à l'aveugle. Mensuel, pas moi, je parle pas moi là, mais qui naviguaient à l'aveugle. Et tout de suite, et c'est ce que je remarque, c'est que quand on arrive généralement
chez ces clients-là, on met en place notre système, on met en place nos sales process, etc. Et les mecs, ils sont tout de suite, waouh! Là, tu viens d'éclairer en fait mon business, j'étais dans le flou total, merci. Yes. Ok. Et ce qui est bien, c'est que finalement, on met en place quand même des systèmes qui peuvent utiliser même après nous. Et je pense que ça a une grosse plus-value pour eux de se dire, ok, là, enfin, j'ai quelque chose de stable, de solide que je peux contrôler, je peux vérifier. Et surtout, je sais ce que mes commerciaux font. Parce que le problème, commerciaux, closers, j'englobe ça. Le problème, c'est que d'habitude, ben, les enregistrements des appels, ils les ont pas. Ou il faut courir derrière les closers ou bien les commerciaux pour voir les enregistrements des appels pour savoir si ben, le discours commercial qui correspond à ce que nous on veut. À l'éthique, bien sûr. À la vision de la boîte, à ce qu'on veut véhiculer. Est-ce que le discours commercial il correspond? Mais si tu n'as pas les enregistrements, comment est-ce que tu vas faire pour savoir que ben, du coup le pôle commercial ben, fonctionne comme il devrait fonctionner? Il y a le client en tant qu'entreprise a besoin de savoir deux choses. Un, est-ce que l'équipe commerciale elle est performante? Et ça, comment on peut le savoir? On le voit avec les ventes. Donc, elle voit des ventes. Par contre, il peut se dire, ok, je vois des ventes, mais est-ce que les clients qui sont rentrés dans des bonnes conditions? Est-ce qu'ils n'ont pas été, entre guillemets, par exemple, forcés? Est-ce qu'il n'y a pas eu des ventes forcées? Est-ce qu'il n'y a pas eu des mensonges donnés par le closer, par le commercial, pour finalement enrôler la personne, le client, dans la vente et finalement avoir indûment son argent? Et qui nous met à risque aussi derrière nous dans la délivrabilité, etc. Voilà. Et ici, la façon de le savoir, c'est d'écouter les conversations, d'écouter les calls. Et nous, on a mis aussi en place un process, c'est que si toi, en tant que CEO, chef d'entreprise, tu n'as pas le temps d'écouter les appels parce que ce n'est pas ton job, on met en place en fait tout simplement un compte rendu, un contrôle qualité. C'est-à-dire que c'est un questionnaire qui permet tout simplement à la personne qui est nouvellement enrôlée en tant que cliente de dire comment s'est passé le rendez-vous, est-ce que tu as été forcé par X, Y ou Z closer à acheter ce produit, comment tu as trouvé ton expérience dans la vente, l'expérience client, la fameuse expérience client. En fait, une série de questions comme ça qui te permet toi d'avoir la certitude comme quoi, oui, un, tu as vu des ventes, et deux, tu sais qu'elles ont été faites dans les bonnes règles de l'art de la vente. Et là, tu es serein. Tu sais que tu as une équipe commerciale, tu as un pôle commercial qui est performant et qui est éthique, qui correspond à ton image, à ce que tu veux, véhiculer, parce que le commercial reste la vitrine d'une entreprise. Tout à fait. Et ça, tu veux que ton closer, même si c'est un indépendant, soit ta vitrine et donc s'exprime en ton nom et donc transmet et transfère les valeurs qui sont les tiennes. Et ça, effectivement, ce sont des éléments que nous, on a identifiés, qui manquent sur le marché et qu'on veut apporter parce que ça passe par l'éducation, ça. Ça passe par de l'éducation et je voulais aussi mettre le doigt sur un sujet qui est très important, c'est qu'il faut être à l'écoute de son équipe commerciale. Parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui sont en contact, c'est eux le premier contact avec le client, c'est eux. Et trop souvent, ben, du coup, les CEO, ben, du coup, les directeurs commerciaux, etc., ils font la sourde oreille et ils n'écoutent pas les signaux d'alerte ou bien les remontées de leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en perpétuelle communication avec son pôle commercial pour toi aussi sentir l'évolution du marché parce que le marché n'est pas statique. Okay, les habitudes changent, les habitudes de consommation changent, évoluent. Et c'est les closers qui, eux, peuvent te dire que là, attention, on est arrivé à un prix, peut-être un prix tampon, parce qu'on a toujours cette fameuse tendance à se dire on va augmenter les prix, augmentons les tarifs. Et quand, du coup, l'équipe commerciale a du mal à vendre, on se dit ah, les closers, ils sont pas bons. Non, c'est juste simplement que ben, peut-être tu es arrivé en fait au tampon de ta niche et que le prix n'est plus corrélé avec la valeur perçue que les gens vont avoir de ton programme, de ton offre. Donc, je ne suis pas adepte de se dire qu'il faut avoir des prix bas ou etc. Je pense qu'il faut avoir des prix qui soient justes, qui soient corrélés avec ce que tu apportes aux personnes. Voilà. Si tu vends, par exemple, une formation où tu vas permettre aux gens de générer 10 000 euros tous les mois, ce serait logique que tu la vendes entre 10 000 et 20 000, puisque à l'année, tu leur fais ramener 120 000 euros. Donc, s'ils te payent 20 000 euros, mais pour en gagner 120 000, c'est un bon deal. Tu vois ce que je veux dire?
si tu fais une formation, je prends le cas de la formation aujourd'hui parce que je pense qu'on met un peu plus le doigt sur la niche infopreneur aujourd'hui. Mais si tu vends une formation où les personnes vont générer 1 000 € par mois, voilà, par exemple, et que tu as la brillante idée de la vendre à 10 000 €, peut-être ça va coincer, tu vois. Donc, c'est toujours aussi comment est-ce que tu vas pouvoir, et c'est aussi le rôle un peu des closers, de venir augmenter la valeur perçue que ton audience va avoir par rapport à ton offre pour justement permettre de pouvoir la vendre de manière efficace. Pour boucler la boucle, parce qu'on arrive sur la fin du podcast, je dirais, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est que qu'est-ce que c'est que le closing? C'est tout ce qu'on a dit. Et le closing, je dirais que c'est le prolongement du marketing. Pourquoi? Parce que pour moi, la vente, tout à l'heure on l'a évoqué, la vente, ça a plusieurs séquences, mais la bonne vente, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, la bonne vente, pour moi, elle ne commence pas forcément qu'avec le commercial, elle commence déjà dans la séquence marketing. Tout à fait. Elle commence dans la séquence marketing parce que le marketing, c'est un peu comme dans le football, c'est le milieu de terrain. Le closer, c'est celui qui va finaliser, terminer, clôturer la vente, et donc c'est l'attaquant, le finisseur. Donc c'est un travail d'équipe. Et en tant que travail d'équipe, le closing, c'est le prolongement finalement du travail initié par le marketing. Et en ça, pour rebondir sur ce que disait Steve, c'est extrêmement important, c'est que le closer étant au contact du terrain, c'est lui qui sera en capacité de sentir le terrain, de sentir l'évolution du terrain, de faire remonter, donc de faire ce qu'on appelle des feedbacks, des remontées terrain sur par exemple l'expression des douleurs, comment vos potentiels clients expriment leurs douleurs, vivent leurs frustrations, vivent des obstacles. Et par rapport à cette terminologie, par rapport à ces éléments remontés du terrain, on va pouvoir les transmettre au marketing Pour qui, s'adapter, s'ajuster au marché. lui va permettre justement de s'ajuster, de s'adapter au marché. Et donc, en contrepartie, les nouveaux clients potentiels arrivants vont beaucoup plus correspondre à ce que l'entreprise attend. Et ça, c'est un travail finalement de collaboration entre l'équipe marketing et l'équipe de closing. Mais ça passe par ce que disait Steve, c'est que pour que ces deux équipes puissent travailler en bonne intelligence, il faut que toi, le CEO, toi, l'influenceur, toi, le chef d'entreprise, tu sois ouvert par rapport à ça et que tu acceptes les remontées terrain de tes closers. Le problème, soit des directeurs commerciaux, soit effectivement des CEO, c'est qu'ils ne veulent pas forcément tout le temps en tenir compte. Et c'est là, en fait, que tu mets toi-même, des bâtons dans les roues, où tu te tires une balle dans le pied sur ton propre business. Ben oui, parce que finalement, les commerciaux sont là pour une seule chose, ou les closers, c'est vendre. Et qui dit vente, dit plus de chiffre d'affaires pour toi et plus d'argent pour toi. Donc, tu as tout intérêt à vraiment être en étroite collaboration avec ton pôle commercial. Et tout, finalement, part de quoi? De l'acquisition du lead. Le closer traite les leads, il traite les prospects, etc. D'accord? Il n'est pas un magicien. Il a besoin d'avoir de bons leads qui soient qualifiés dans la niche, dans ce que tu vends, dans le produit que tu vends, pour pouvoir, lui, venir avec ses skills, les convertir en clients. Donc, merci à toi d'avoir suivi ce premier épisode de ce podcast et on se retrouve dans le prochain épisode. Sidney. Dès la semaine prochaine, on compte sur toi, sois là et puis diffuse autour de toi ce podcast et je te dis encore une fois merci, à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.